Bonjour à tous et bienvenue sur ce Facebook Live en présence du professeur Bertrand Audouin, qui est donc neurologue au CHU de la Timone et également au Centre de ressources et de compétences de Marseille. Et en plus de sa pratique clinique, le professeur Audouin développe des programmes de recherche qui sont axés sur l'imagerie. Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser en direct des questions directement dans le chat concernant donc le sujet d'aujourd'hui qui sont les CEP progressives. Bonjour professeur Audouin. Au nom de la Bonjour. Fondation ARCEP, je vous remercie de nous donner de votre temps pour aborder un sujet qui est assez complexe et qui est très demandé et qui sont donc les CEP progressives. Merci à vous. Merci la Fondation de m'avoir invité, de me permettre d'essayer d'expliquer, de porter quelques éclaircissements à un sujet effectivement extrêmement complexe qui est le grand enjeu de la sclérose en plaques pour les années à venir, essayer de mieux prendre en charge les patients atteints de forme progressive. Donc, encore merci de m'avoir invité. Alors, professeur Audouin, dans un premier temps, pouvez-vous nous rappeler quels sont les différents types de sclérose en plaques? Alors, c'est quelque chose qui pourrait apparaître simple quand on lit des traités notamment de vulgarisation sur la sclérose en plaques. Il y a trois grandes formes qui sont décrites, la forme rémitante, la forme secondaire progressive et la forme progressive. Alors, la forme rémitante, c'est la forme la plus connue qui entraîne donc des poussées. Des poussées, c'est des phénomènes inflammatoires liés à une plaque. Et cette plaque, lorsqu'elle apparaît dans des régions qui parlent au niveau du système nerveux central, va entraîner un déficit moteur ou sensitif. Et puis, ce déficit va s'installer en quelques jours et puis va régresser en quelques semaines, plus ou moins totalement, et puis jusqu'à la nouvelle poussée. Donc, ça, c'est la forme la plus connue. La forme secondaire progressive, c'est une forme de sclérose en plaques où il y a un déficit qui est permanent et qui s'aggrave progressivement, insidieusement, de mois en mois, d'année en année, notamment au niveau des membres inférieurs, un déficit moteur. Et puis la forme primaire progressive, et puis cette forme secondaire progressive, c'est une forme qui suit une forme rémitante. Pendant quelques années, il y a eu des poussées, puis les poussées s'estompent et il y a cette aggravation progressive. Et la forme primaire progressive, c'est une forme progressive sans la phase rémitante. Alors, quand on décrit ça, on a l'impression que c'est très simple. Et en fait, quand on est un patient ou quand on est un professionnel de santé face à un patient qui a une sclérose en plaques, c'est très compliqué de classer un patient, de dire si un patient est rémitant mais qu'il a des séquelles de ses poussées anciennes. Est-ce qu'il est vraiment progressif? Est-ce qu'il est progressif avec des poussées? C'est très compliqué, on n'a pas de moyens fiables pour classer un patient. Même l'observation clinique du patient, parce que les patients, on les voit régulièrement, c'est compliqué. Et puis, en fait, c'est probablement qu'il y a un tel chevauchement entre ces formes que cette classification est finalement un peu artificielle. Et c'est pour ça que depuis quelques années, c'est ajouter une classification beaucoup plus pragmatique. C'est essayer de savoir si un patient est actif ou non actif, quelle que soit finalement sa forme. Est-ce qu'il est rémittent? Est-ce qu'il est secondaire progressif, progressif? Ça importe peu. Est-ce qu'un patient est actif ou non actif? Alors, qu'est-ce que c'est l'activité? L'activité, c'est est-ce qu'il fait des nouvelles plaques? Alors, les nouvelles plaques, bien sûr, ça se voit en IRM, mais ça peut aussi se traduire en poussée. Donc, c'est si un patient fait une poussée ou si un patient a des nouvelles plaques sur l'IRM, on estime qu'il est actif. Et on peut donc qualifier un patient de probablement progressif actif, probablement rémittent actif, probablement secondaire progressif actif. En tout cas, la mesure de l'activité est une mesure objective, fiable, qui est notamment basée sur l'IRM, et c'est très important, on y viendra, parce que c'est une inflammation qui est accessible au traitement. Et donc, il est extrêmement important de repérer chez un patient une éventuelle activité, parce que cette activité, aujourd'hui, on sait la maîtriser. Et donc, est-ce qu'il existe une inflammation, malgré tout, dans les CEP progressifs qui sont non actives? Alors, oui. Et cette inflammation, on la connaît de par les recherches sur les modèles animaux de sclérose en plaques, de par les techniques avancées d'IRM, les études histologiques également, ont montré qu'en dehors des plaques,
visible, il y avait de l'inflammation dans la substance blanche, dans des régions du cerveau où il n'y a pas de plaques évidentes, dans le cortex, dans les méninges, et que cette inflammation diffuse était d'autant plus présente que le patient était plutôt en phase progressive. Donc oui, il y a cette inflammation. Le problème, c'est que cette inflammation est très difficilement observable et donc il est difficile de savoir si les traitements qu'on utilise ont une action sur cette inflammation. Cette inflammation est probablement, je dis bien probablement parce que ce n'est pas une certitude, responsable de la progression. La progression, c'est cette aggravation donc, insidieuse qui est probablement due à la souffrance d'axone. Et l'inflammation chronique est probablement responsable de la souffrance de ces axones. Donc, l'enjeu dans les années à venir et même actuellement, c'est d'utiliser des traitements qui à la fois jouent sur l'inflammation macroscopique, celle qui donne des plaques, qu'on connaît, et puis sur l'inflammation plus diffuse, qui est notamment présente dans les formes progressives. Alors, il y a cette hypothèse, cette inflammation insidieuse, chronique du système nerveux central qui pourrait être responsable de la progression, mais il y a une autre hypothèse qui ne s'exclut pas d'ailleurs l'une et l'autre, c'est le fait que la déménisation d'un axone suite à des poussées fait que cet axone va souffrir et indépendamment de l'inflammation. Et c'est ça qui pourrait également expliquer la progression. Donc, la progression pourrait être due à une inflammation chronique, mais également aux effets à long terme d'une déménisation sur l'axone, parce qu'un axone n'aime pas être déménisé. Lorsqu'il est déménisé, il va dépenser beaucoup plus d'énergie pour transmettre l'électricité qui passe sur cet axone, et au bout d'un certain temps, ça va entraîner de la souffrance. Donc, les traitements des formes progressives devront à la fois toucher l'inflammation diffuse et également peut-être essayer de remyéliniser pour protéger l'axone, pour éviter qu'il souffre à moyen terme. Donc, il y a ces deux phénomènes chez les patients qui ont une forme progressive non active. Les patients qui ont une forme progressive active ont ces deux phénomènes plus des plaques. Donc, premier enjeu, éviter qu'il y ait des plaques, des nouvelles plaques. Et deuxième enjeu, qui n'est pas encore totalement maîtrisé, jouer sur l'inflammation chronique et jouer sur la protection de l'axone en remyélinisant. De ce fait, est-il pertinent de faire des IRM aux personnes qui sont atteintes de SEP progressive? Alors, oui, parce que je vous ai dit que la classification d'un patient en progressif versus rémittent, c'est très compliqué. Que les formes progressives pures existent, mais avant de parler de formes progressives pures, il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'activité inflammatoire. Et cette activité inflammatoire, elle peut être détectée par l'interrogatoire du patient, effectivement, si le patient fait des poussées ou pas, mais pas que. Certains patients ne font pas de poussées et ont quand même une activité inflammatoire sur l'IRM. Donc, si vous ne faites pas d'IRM aux patients progressifs, vous pouvez passer à côté d'activité inflammatoire. Alors, qu'est-ce qui est recommandé? Ce qui est le plus recommandé, c'est de faire une IRM à un rythme annuel, une IRM si possible cérébrale et médulaire, pas forcément injectée, on injecte de moins en moins d'ailleurs, et chaque année, on compare l'IRM à l'IRM de l'année précédente, on compte le nombre de plaques, et si le patient a une augmentation du nombre de plaques ou une modification significative de la taille de ces plaques, on estime qu'il est actif et donc qu'il mérite un traitement immunoactif, qui sont déjà disponibles, parce que l'accumulation de ces lésions participe à son aggravation. Ce n'est pas la seule cause de sa progression, attention, mais ça s'ajoute au risque
d'aggravation du handicap. Donc oui, il faut faire absolument des IRM chez tous les patients, quelle que soit leur forme, pour exclure toute activité inflammatoire et, si elle est présente, la traiter. Donc, vous parlez de traiter, donc est-ce qu'il existe des traitements spécifiques des SEP progressives? Alors, pour l'instant, disponible sur le marché, il n'existe pas de traitement spécifique. Mais finalement, qu'est-ce qu'un traitement spécifique d'une forme progressive? Il ne faut pas concevoir la forme progressive comme une entité à part. C'est un continuum, c'est une évolution d'une forme rémitante qui n'a probablement pas assez été traitée initialement. Et c'est un mélange de l'inflammation par plaque, qui est caractéristique de la forme rémitante, et de l'inflammation plus diffuse et de la démyélinisation. Bon. Donc, il n'y aura jamais de traitement spécifique de la forme progressive. Il y aura probablement des combinaisons de traitements ou des traitements qui agissent à la fois sur les plaques et sur l'inflammation diffuse et sur la remédiation. Donc, pour l'instant, ce qu'on fait dans les formes progressives, c'est qu'on détermine s'il y a de l'activité et on élimine cette activité. Il n'y a pas aujourd'hui de traitement qui agisse spécifiquement sur l'inflammation chronique ou sur la remédiation. Il y a probablement des traitements, par contre, qui contribuent à calmer l'inflammation diffuse et l'inflammation focale. Voilà. Par contre, le traitement qui est spécifique de l'inflammation diffuse ou spécifique de la remédiation, pour l'instant, n'est pas encore disponible. Mais est-ce qu'il existe quand même des prises en charge non médicamenteuses pour les SEP progressives? Alors oui, c'est fondamental. Là, il faut à la fois contrôler l'inflammation focale et agir sur les séquelles que le patient présente. Et pour agir sur les séquelles, il faut notamment faire de la rééducation. On sait depuis longtemps que stimuler un système nerveux modifie sa structure et son fonctionnement. Ça, on l'a appris chez les sujets non malades. Par exemple, si vous apprenez à l'âge de 40 ans à jongler et qu'on observe votre cerveau avant, pendant et après cet apprentissage, on voit que les circuits impliqués dans le jonglage, notamment des circuits impliqués dans la coordination des membres supérieurs, se renforcent. On voit une épaisseur corticale qui augmente, et ça en quelques semaines. Donc ça, on le sait, ça existe. Donc, un patient qui a un déficit partiel de la marche, il faut absolument qu'il stimule sa marche et que cette marche soit stimulée par des professionnels avec des mouvements qui sont réfléchis, pensés, répétés, pour que le circuit de la marche se renforce, qu'il y ait même d'autres connexions qui se forment pour pallier les connexions qui sont déficientes. Donc, cette rééducation fonctionne, on le sait, quand on envoie des patients en centre de rééducation avec des rééducations intensives sur 3 semaines, 1 mois, les patients font clairement des progrès qui sont mesurables. Ensuite, il y a souvent, ces progrès s'estompent au fil des mois, c'est pour ça que c'était important de l'entretenir avec des prises en charge en ville, et puis revenir régulièrement, peut-être une fois par an, si possible, en centre de rééducation. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut prendre en charge les symptômes comme la spasticité. La spasticité, c'est un symptôme très fréquent, notamment au niveau des membres inférieurs chez les patients atteints de forme progressive. Donc la spasticité, ça peut être des prises en charge médicamenteuses de la spasticité. Ça peut être aussi la relation d'étirement. Les étirements marchent bien pour lutter contre la spasticité. Ça peut être l'utilisation du froid également, les bains froids, notamment l'été, les douches froides, limitent la spasticité. Il faut prendre en charge les douleurs. Et puis également, et ça c'est très très important, les prises en charge des troubles vésico-sphinctériens, parce que les troubles vésico-sphinctériens qui sont souvent associés à des atteintes de la moelle, donc à des patients qui ont des problèmes de marche, ces troubles vésico-sphinctériens, c'est des antidépressantes, des diminutions du débit lors des mictions, et ces troubles vésico-sphinctériens génèrent de la spasticité.
c'est ce qu'on appelle des épines irritatives, quand le corps est agressé, dysfonctionne de quelque part, il y a des phénomènes réflexes, la spasticité se majore, donc la marche est moins bonne, etc. Donc, les troubles vésico-sphinctériens, les troubles du transit sont des sources d'accentuation de la spasticité, donc il faut les prendre en charge. Il faut également les prendre en charge, notamment les troubles vésico-sphinctériens, parce que c'est générateur d'infection. L'infection, bon, ça peut être dangereux, mais une petite infection peut simplement entraîner une recrudescence de la spasticité et donc une perturbation de la marche, etc. Donc, toutes ces petites choses doivent être prises en charge pour que la séquelle s'exprime le moins possible. Merci. Professeur, tout à l'heure, vous avez évoqué qu'il n'y avait actuellement pas de traitement pour les SEP progressives, mais est-ce qu'il y en existe en développement? Et si oui, quels seraient les effets? Dans combien de temps? Est-ce que ce serait pour toutes les formes de SEP progressives? Les actualités de ces dernières années, ça a été notamment sur la remininisation. Il y a eu quand même beaucoup d'avancées là-dessus, déjà sur la compréhension. Et ce qu'on a compris, c'est que le fait qu'un axone, ce que je disais tout à l'heure, soit démininisé, contribue à sa souffrance. Et le fait de reminiser un axone, de participer à sa remininisation, protégera cet axone. Parce que les patients imaginent la remininisation comme une restauration de la fonction. Oui, ça serait l'idéal, mais déjà, si on arrivait à recréer une myéline pas parfaitement normale, on pourrait arriver, sans forcément gagner en fonction, au moins à préserver, à protéger l'axone. Donc, c'est l'approche en remininisation pour la neuroprotection. Et celle-là, elle est probablement… c'est plus du tout de la science-fiction. Pourquoi? Parce qu'on a mieux compris quels étaient les phénomènes qui contribuaient à la remininisation. Il y a eu des essais thérapeutiques, notamment des phases 2, avec des évaluations sur notamment les potentiels évoqués visuels. Ça a été bien montré. Les potentiels évoqués visuels, c'est une mesure de la conduction de l'information visuelle. Et vous savez que la sclérose en plaques touche souvent les nerfs optiques, voire les radiations optiques au niveau du cerveau. Et cela modifie la vitesse de conduction à cause de la démininisation. Donc, les potentiels évoqués permettent de voir si la molécule que vous avez administrée au patient a modifié sa myéline, finalement. C'est une mesure précise. Et plusieurs travaux ont montré que certaines molécules étaient capables d'augmenter la vitesse de conduction au niveau des potentiels mesurés par les potentiels évoqués visuels, ce qui démontre qu'il y a eu un effet sur la myéline. Alors, pour l'instant, on n'est pas encore sur la mesure, est-ce qu'il y a eu un gain de fonction chez ce patient? Est-ce que le patient voit mieux? Est-ce qu'il marche mieux avec ses traitements? Mais en tout cas, il y a eu un effet biologique, ce qui est majeur comme découverte. D'autre part, est-ce que le problème, c'est que les études aujourd'hui, et c'est un gros problème pour notre communauté, sont basées sur du court terme et sur un gain de fonction qu'on s'attend important et rapide. Or, dans toutes les molécules impliquées qui pourraient faciliter la remininisation, le gain qu'on pourrait attendre probablement sera mesurable au bout de plusieurs années. Et d'autre part, peut-être que ce n'est pas un gain qu'il faut attendre, mais une stabilisation de la maladie. Et donc ça, c'est encore plus difficile à mesurer. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que certaines études, et il y en a eu, ont été négatives à la phase 3, donc à la dernière phase, peut-être pas parce que la molécule n'est pas efficace, mais parce que la mesure qu'on a utilisée dans cette étude n'était pas pertinente. Donc aujourd'hui, il y a un vrai travail, parce qu'il y a des molécules qui ont montré des efficacités, pour faire des études chez l'homme de phase 3, capables de montrer un réel effet pour ensuite avoir les autorisations nécessaires de commercialisation. Donc ça, c'est les essais pour la remininisation. Après, il y a les essais pour essayer de jouer sur l'inflammation chronique dont je vous ai parlé. Ces essais, il y en a en cours, clairement en phase 3.
Alors, ce ne sont pas des molécules créées uniquement pour agir sur l'inflammation chronique et circonscrites dans le système nerveux. Ce sont des molécules qui agissent à la fois sur les plaques, mais qui ont démontré une action sur l'inflammation chronique. Et donc ça, les études sont en cours, les phases 3 sont en cours dans les formes progressives, et on aura, dans les mois, petites années à venir, le résultat de ces études, qui, on l'espère, seront positives dans les formes progressives, comme certaines ont été précédemment, mais il y a, les patients le savent, certaines molécules qui ont des autorisations de mise sur le marché dans les formes progressives aujourd'hui. Mais on sait, enfin les experts savent que probablement que leur action dans les formes progressives sont passées par leur action anti-plaque. Et finalement, c'était parce que certains patients progressifs dans ces études avaient pas mal de plaques actives que ces traitements ont été efficaces. L'enjeu, c'est d'essayer de démontrer que des molécules, les futures molécules, on l'espère, marcheront également chez les patients qui n'ont aucune activité inflammatoire. Voilà, c'est ce que l'on espère. Et comme les molécules ont montré une efficacité sur l'inflammation chronique indépendante des plaques, on a un bon espoir, oui. Une question fréquente et pertinente. Comment, à partir de quel moment dites-vous qu'une personne est atteinte d'une forme progressive? C'est très difficile et c'est quand on connaît un patient depuis longtemps. Quand on est consulté une fois par un patient, par exemple, qui demande un deuxième avis et qu'on retrace son histoire par l'interrogatoire, c'est très difficile pour un neurologue de classer un patient. Est-ce qu'il est progressif ou est-ce qu'il a des séquelles de ses poussées? Et même si le patient vous décrit une aggravation d'année en année, des fois, il est difficile de savoir si c'est une aggravation réellement progressive ou si c'est ce qu'on appelle une aggravation en marche d'escalier. Si votre patient fait des poussées, plusieurs poussées sur le membre inférieur droit, on aura l'impression qu'il s'aggrave progressivement sur ce membre inférieur. Et en fait, c'est une aggravation en marche d'escalier. Et donc, vous aurez mal classé le patient. C'est plus simple lorsque c'est un patient que l'on connaît, que l'on suit tous les 6 mois ou tous les ans depuis des années. On a ses IRM, on a ses examens, on a l'observation, ce que l'on note à chaque fois. Là, c'est plus simple. Et si on voit réellement une aggravation linéaire, on sait que le patient n'a pas fait de poussée, on sait qu'il n'a pas fait de nouvelles plaques, là, on peut être sûr qu'il a une composante progressive. Mais c'est complexe et ça nécessite une observation longue d'un patient. Donc, c'est impossible en une consultation chez un patient que l'on n'a pas suivi depuis longtemps, d'être certain de cette classification. Donc, moi, vraiment, le message, c'est aujourd'hui, c'est de dire que classer un patient progressif, c'est très compliqué. Et finalement, est-ce que ça a un intérêt thérapeutique aujourd'hui? Non. Ce qui est important, c'est de classer un patient de façon certaine en actif ou non actif. Parce que s'il est actif, il faut absolument le traiter. Et s'il est non actif, on peut ne pas le traiter, mais le surveiller en IRM, parce que non actif aujourd'hui est possiblement actif demain. Donc, il faut… Voilà. Il n'y a pas aujourd'hui de mesures radiologiques ou biologiques ou autres qui nous permettent de dire vous êtes progressif ou vous êtes rémittent. Voilà. C'est l'observation du patient. Donc, c'est à toutes les limites de l'observation clinique. Donc, c'est à peu près la même réponse pour évaluer la progression de la maladie, pour évaluer le handicap ou… Alors, la mesure du handicap, nous, on utilise une échelle qui a des gros défauts, c'est le DSS. Sûrement, les patients ont déjà entendu parler de cette échelle. C'est une échelle qui est très liée à la marche, donc qui peut avoir un avantage, enfin, qui est sensible à l'aggravation à la marche, mais ce n'est pas parce qu'on aggrave son EDSS qu'on est progressif, puisque je vous ai dit, on peut aggraver son EDSS suite à l'accumulation de poussées. Donc, juste
l'analyse de l'EDSS, ce n'est pas une mesure évidente, fiable de la progression. La progression, elle va s'évaluer sur le périmètre de marche, et ça va être l'interrogatoire, sur les activités du patient, le patient qui risque de faire de moins en moins de choses. Mais encore une fois, ce n'est pas une mesure de la progression, c'est une mesure uniquement de l'aggravation du handicap. La progression réelle, c'est une aggravation du handicap indépendante de l'activité inflammatoire liée à la poussée. Donc, il faut à la fois dire que le patient s'est aggravé, donc avoir des mesures du quotidien ou des mesures type EDSS ou autre échelle, et montrer que cette aggravation est clairement indépendante de l'accumulation de nouvelles plaques. C'est les deux combinés. Et encore une question, est-ce que certains symptômes sont plus fréquents dans les SEP progressives et est-ce qu'ils peuvent s'aggraver au cours du temps? Comment ralentir leur progression? La progression, ça c'est un mystère, se porte plutôt sur la marche, donc sur les fonctions motrices. Alors ça peut être c'est un petit peu compliqué, mais un biais d'observation, c'est-à-dire que comme on mesure essentiellement le handicap lié à la marche, on peut avoir l'impression que la progression se porte essentiellement sur la marche. Mais l'impression que l'on a quand même, c'est que les voies motrices sont des voies particulièrement sensibles à la progression. Peut-être que le neurone moteur, qui est un neurone particulièrement long, puisqu'il part de la région frontale et puis il descend dans la moelle pour envoyer un influx nerveux donc dans le système nerveux périphérique jusqu'au muscle. Ce neurone moteur, qui est très long, est peut-être plus sensible à la démyélisation. Lorsqu'il est démyélisé, va peut-être souffrir plus vite parce qu'il est tout le temps sollicité, parce qu'il est très long. C'est une hypothèse. Donc, il est probable que la progression se porte plus sur les fonctions motrices à cause d'une vulnérabilité de cette voie motrice. Alors, il y a des progressions qui se portent sur d'autres fonctions, notamment le cervelet. Et le cervelet, ça peut donner, par exemple, des tremblements, des troubles de l'équilibre. On voit des patients qui progressent sur leur tremblement. Ça, c'est quelque chose de connu. Et puis, il y a également une progression qui peut s'exprimer par des troubles cognitifs qui s'aggravent progressivement. Mais ça, c'est quand même plus rare. Donc, je dirais qu'on a l'impression que la progression touche plutôt les fonctions motrices. Voilà. C'est l'impression clinique qui n'est, à mon sens, pas due qu'à un biais d'observation. Nous avons plusieurs questions sur la neurodégénérescence, la mort des neurones. Donc, est-ce qu'elle est présente dès le début de la maladie, dans toutes les formes? Et est-ce que ce déficit est permanent? Alors, ce qui a été montré, c'est que, notamment avec l'IRM, on a une mesure indirecte de la neurodégénérescence, c'est l'atrophie. Alors, c'est une mesure un peu grossière, indirecte. L'atrophie, ce n'est pas uniquement de la perte du volume cérébral, ce n'est pas uniquement la perte de neurones, mais c'est un reflet. Effectivement, l'atrophie, dans certaines régions, est déjà présente dès le début de la maladie, mais finalement, ça n'entraîne pas de perte de fonction. Et puis, elle a tendance à s'aggraver chez des patients après plusieurs années d'évolution. Alors là, on parle toujours de patients non traités. Alors, un petit aparté, mais tout ce que je vous dis, finalement, c'est aussi l'observation de patients d'il y a quelques années. On est quand même maintenant, on traite avec des molécules très actives dès le début. Donc, ce qu'on a montré il y a 10 ans, ce n'est plus du tout ce qu'on va montrer. Voilà, donc ça, c'est un petit aparté. Donc, oui, les souffrances neuronales existent dès le début. Alors, pourquoi elles existent? On pense clairement que la perte de la myéline est responsable de cette souffrance neuronale. Pourquoi? Parce que la myéline contribue à faciliter la transmission de l'influx nerveux. Un neurone, sa fonction, c'est de transmettre une information
à un autre neurone. Okay, et ça, c'est un influx nerveux, c'est de l'électricité qui passe le long de l'axone. La myéline permet à cet influx nerveux d'aller plus vite et surtout, pour être transmis, le neurone utilise moins d'énergie lorsqu'il est myélinisé. Lorsqu'il y a une perte de myéline due à une plaque, et ça se produit dès le début de la maladie, le neurone va consommer plus pour transmettre cet influx nerveux. Il va quand même le transmettre, mais il va dépenser plus d'énergie. D'autre part, la myéline lui fournit de l'énergie. Donc, s'il a moins de myéline, il doit en dépenser plus et en plus, il en a moins. Donc, ça va entraîner une souffrance du neurone qui, à la longue, va dégénérer. Donc, c'est l'hypothèse. Donc, c'est pour ça qu'on a probablement des processus de souffrance neuronale dès le début de la maladie. Et bien sûr, si on laisse faire la démyélinisation, c'est-à-dire si on laisse les plaques s'accumuler, ça va augmenter. Mais aujourd'hui, on essaye à tout prix de limiter l'accumulation de nouvelles plaques pour éviter qu'il y ait ces souffrances neuronales. Il ne faut pas être obsédé par la souffrance neuronale. C'est l'accumulation de la souffrance neuronale qui est un problème. Le fait qu'il y ait des souffrances neuronales dès le début de la maladie, le cerveau est tout à fait capable de le compenser et ce n'est pas un problème. Il fonctionnera normalement, et ça on l'a montré, que les patients fonctionnaient normalement, et ils n'auront pas de séquelles. Le cerveau est un organe qui compense, qui est résilient. Donc, on peut avoir par exemple un traumatisme crânien relativement important et avoir de la souffrance neuronale qui peut être mesurable et pourtant ne pas avoir de déficit. Voilà. Ce qui est important, c'est limiter l'accumulation de cette souffrance neuronale parce qu'au bout d'un certain temps, les réserves cérébrales sont dépassées et là, le symptôme s'exprime. Donc, oui, il y a des souffrances neuronales dès le début de la maladie, mais qui n'entraînent pas de déficit. Et l'enjeu, c'est éviter qu'elles s'accumulent première chose à faire, en limitant le nombre de plaques qui risquent de s'accumuler si le patient n'est pas bien traité. Nous avons de nombreuses questions par rapport au Ocrevus, donc, ou l'ocrelizumab. Ce traitement a été étiqueté comme traitement pour les formes progressives. Donc, les questions, c'est est-ce que ce traitement est vraiment limite la progression? Est-ce qu'on peut avoir malgré tout des poussées avec ce traitement? Et est-ce qu'il peut être complété par une autre approche pour limiter l'évolution de certains symptômes? Alors, l'ocrelizumab, qui fait partie de la classe donc, des anti-CD20, c'est un traitement qui diminue, voire agit sur les lymphocytes B. C'est un traitement hautement anti-inflammatoire. Les études, notamment dans les formes rémitantes, montrent que les anti-CD20 suppriment quasiment totalement toute l'activité inflammatoire. On est à plus de 90% d'efficacité sur l'accumulation de nouvelles plaques et les poussées. Donc, c'est un traitement hautement anti-inflammatoire, ça c'est clair. Donc, faire des poussées sous anti-CD20, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ça peut arriver encore au tout début du traitement. En général, chez un patient traité depuis plusieurs années, c'est exceptionnel de faire des poussées. Alors, sur la progression, l'étude montre qu'il y a une efficacité chez les patients présentant une forme primaire progressive. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si cette efficacité est due à l'efficacité sur la composante active, donc les nouvelles plaques, en limitant les nouvelles plaques de ces patients, ou clairement sur la composante progressive pure. On ne peut pas le savoir parce que l'étude a mélangé finalement des patients actifs et non actifs. L'étude n'a pas été faite pour répondre à cette question. Pour répondre à cette question, il faudrait uniquement prendre des patients non actifs, progressifs non actifs, et voir s'il y a un effet réel par rapport au placebo. Ça, on ne peut pas y répondre puisque l'étude n'a pas été faite.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que le traitement est très actif sur l'activité inflammatoire. Donc, chez les patients progressifs actifs, il y a réellement un intérêt à le faire. Est-ce qu'il faut le faire, ce traitement, chez les patients progressifs inactifs? Pour l'instant, on ne sait pas. On le fait parce que on ne sait pas si ça ne marche pas, d'accord? Mais en tout cas, on ne peut pas être certain que ça va marcher. Je crois que ce qu'il faut dire aux patients, c'est que s'ils ne sont pas actifs, on va essayer, mais on n'est pas certain que ça fonctionne. Il y avait un autre aspect à la question. Est-ce qu'on peut le compléter par d'autres Alors traitements pour oui, améliorer des… c'est peut-être ce qui se fera dans l'avenir, notamment avec des molécules qui pourraient favoriser la remyelisation. Probablement que ces molécules seront associées à des traitements anti-inflammatoires. C'est-à-dire qu'on jouera sur la composante inflammatoire, notamment donc les nouvelles plaques, et de façon parallèle, on protégera les neurones qui ont malgré tout été déminimisés par des poussées antérieures de leur future dégénérescence. Donc oui, pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais il est tout à fait possible que dans les années à venir, ce soit des combinaisons de traitements qui soient utilisés pour agir sur tous les aspects de la pathologie. Il y a plusieurs questions également sur certains troubles. Alors, est-ce que les troubles cognitifs, les troubles de la déglutition, les troubles urinaires et intestinaux, vous en avez parlé, mais est-ce que ces troubles la douleur aussi, sont dus à la sclérose en plaques et plus particulièrement aux formes progressives où elles peuvent apparaître avec la progression de la maladie? Alors, les troubles de la déglutition, les troubles vésico-sphinctériens, les troubles cognitifs sont plus fréquents chez des patients qui ont une sclérose en plaques évoluée, donc plus fréquents chez les patients qui ont une forme progressive. Mais ces troubles peuvent survenir après une poussée sévère, par exemple. Donc, on peut très bien avoir une forme rémitante, faire une poussée sévère et garder comme séquelle ce type de trouble. Donc, ce n'est pas du tout une spécificité des formes progressives. Les troubles vésico-sphinctériens se prennent de mieux en mieux en charge et doivent être pris en charge. Et je crois que là, c'est un message important. On doit être pris en charge de ces troubles vésico-sphinctériens, soit par des équipes d'urologues, soit par des médecins physiques et de réadaptation, parce qu'on a tout à y gagner pour son confort, sa qualité de vie, et également pour la protection de ses reins, et également pour éviter les infections. Les troubles de la déglutition peuvent également être pris en charge par les orthophonistes, par l'adaptation des aliments, et c'est extrêmement important de les prendre en charge, et notamment si on est traité avec des traitements immunoactifs qui diminuent les défenses immunitaires. Par exemple, on a parlé des anti-CD20. Ces anti-CD20 fonctionnent très bien, mais ont l'inconvénient de fragiliser un petit peu les patients. Donc, il est fondamental que ces troubles de la déglutition et ces troubles vésico-sphinctériens soient parfaitement bien pris en charge chez les patients traités, puisqu'ils sont source d'infections qui peuvent se développer d'autant plus facilement que le patient est traité. Donc ça, c'est un aparté, mais c'est important. Et les troubles cognitifs, oui, ils sont également plus fréquents chez les patients progressifs, mais ce n'est pas spécifique des patients progressifs. Si on a fait des poussées importantes dans certaines régions cérébrales, qui ont laissé des séquelles, ça peut entraîner des problèmes de concentration séquelaires, alors qu'on n'est pas du tout dans une forme progressive. Donc, finalement, l'objectif, c'est d'éviter à tout prix de faire de l'inflammation et de faire des poussées. Et ça limitera de toute façon le risque d'avoir des troubles de la déglutition, le risque d'avoir des troubles vésico-sphinctériens, le risque d'avoir des troubles cognitifs, quelle que soit la forme de la maladie. Du coup, une question qui découle de la précédente et de votre réponse. Lorsque ces troubles sont constatés, est-ce qu'ils s'installent définitivement ou ils peuvent être, entre guillemets, réparés? Donc là, c'est la question plus générale des séquelles. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait réparer et donc on sait faire des progrès à un patient? Pour l'instant, les molécules utilisées n'ont pas cette fonction, malheureusement. On
arrête un processus, mais on ne sait pas faire récupérer. Je parle des processus médicamenteux. Par contre, la rééducation est capable de faire des progrès à un patient. Alors, la rééducation, ça peut être pour la déglutition une rééducation orthophonique. Pour la marche, c'est une rééducation à la marche ou autre. Donc, on peut faire des progrès à un patient aujourd'hui, mais pas avec des techniques, enfin, pas avec les médicaments. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas encore disponible. Sur le plan urinaire, alors, sur le plan urinaire, on n'améliore pas la fonction, on a des systèmes finalement qui permettent, notamment les autosondages, d'avoir une vie normale et de bien vidanger, mais on ne répare pas la fonction. Réparer une fonction aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous échappe, mais ça, c'est pour toute la neurologie. Hein. C'est également le cas pour les accidents vasculaires. On n'est pas capable de réparer un système nerveux. On est capable de faire des progrès par de la rééducation en stimulant d'autres systèmes qui fonctionnent encore, et donc on les stimule et ils vont compenser, et donc le patient va mieux arriver à faire, mais on n'arrive pas à réparer la lésion pour l'instant. Est-ce que grossesse et CEP progressive, c'est compatible? Grossesse et CEP, il n'y a rien d'incompatible. Par expérience, ce n'est pas quelque chose de fréquent parce que la CEP progressive est en général une CEP qui apparaît à 45-50 ans. Donc finalement, la problématique de la grossesse et de la CEP progressive, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Mais oui, il y a quand même des formes progressives qui apparaissent plus tôt, notamment chez des femmes qui ont une phase rémitante relativement très active, avec des poussées graves. Elles peuvent développer une CEP progressive plus tôt. Et là, peut se poser la question d'une grossesse. Donc, je dirais, moi, il n'y a pas de contre-indication si on maîtrise l'activité inflammatoire. Parce que une CEP progressive du jeune a d'autant plus de chances de rester active, au sens des nouvelles plaques, qu'une CEP progressive survenant chez un sujet plus âgé. Donc, il faut absolument être certain que la personne est bien contrôlée sur le plan de l'activité inflammatoire, parce que sinon, ce qui peut se produire, c'est des poussées pendant la grossesse, mais ça, ce n'est pas le plus fréquent, mais surtout des poussées après l'accouchement qui peuvent être catastrophiques chez des personnes qui ont déjà un handicap important. Donc, il n'y a pas de contre-indication, mais il faut maîtriser l'activité inflammatoire. Après, bien sûr, il faut envisager tous les autres aspects. Est-ce que la fatigue que va impliquer une grossesse, et puis qui va impliquer également l'accouchement et puis l'enfant est gérable par rapport au handicap? Mais ça, c'est un autre aspect, bien sûr, de la question. Alors, nous avons beaucoup de questions sur les différents traitements. Et la question à chaque fois, c'est quelles sont les différences ou dans quel cas il faut mieux donner l'un ou l'autre. Alors, ça concerne l'Ocrevus, le Siponimod, le Tysabri, le Lemtrada et le Mastinib. Alors, les traitements immunoactifs ont pour objectif de limiter la progression, l'accumulation de nouvelles plaques. Donc, c'est ça l'objectif. Et ils ont tous démontré une efficacité sur cet aspect. Donc, finalement, sur le plan purement théorique, il n'y a pas de raison de privilégier tel ou tel traitement. En fait, on adapte le traitement au niveau d'activité d'un patient. Si le patient a une accumulation de plaques importante dans les mois précédents, s'il a déjà beaucoup de plaques et qu'il en a accumulé quelques-unes, et notamment qu'il en a accumulé dans des régions très stratégiques du cerveau et qu'on ne veut absolument pas qu'il en accumule de nouvelles, on va plutôt choisir des traitements, ce qu'on appelle aujourd'hui hautement actifs. Et puis, si le patient a une accumulation de plaques relativement faible
et puis qu'il n'en a pas accumulé dans des régions stratégiques, on peut se permettre d'utiliser des traitements moins hautement actifs. L'essentiel, c'est qu'un patient traité ne doit plus avoir de nouvelles plaques. Donc finalement, si vous partez sur un traitement quel qu'il soit, ce qui est le plus important, c'est de surveiller le patient, notamment en IRM. Si le patient ne fait pas de nouvelles plaques au niveau cérébral ni au niveau médulaire, l'objectif est rempli et quel que soit le traitement, vous pouvez maintenir un traitement léger si de toute façon il n'y a pas de nouvelles plaques. Par contre, si vous êtes parti sur un traitement relativement léger et que le patient accumule une plaque, il faut absolument changer. Donc, finalement, il ne faut pas être obsédé par la molécule, il faut être obsédé par la surveillance de l'efficacité de la molécule que vous utilisez. Être certain que l'objectif est rempli. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles plaques. Aujourd'hui, c'est le seul objectif que l'on peut atteindre. Ensuite, s'il y avait d'autres paramètres radiologiques qu'on pouvait mesurer, comme l'atrophie, comme des mesures de souffrance neuronale, là, peut-être qu'on pourrait faire des choix différents, des surveillances différentes. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de nouvelles plaques. Donc, un traitement, quel qu'il soit, s'il est associé à l'absence de nouvelles plaques, on peut le maintenir. Voilà. Il faut se rassurer. Il ne faut pas se dire, est-ce que j'ai le bon ou le mauvais traitement? Il faut se dire, est-ce que mon traitement aujourd'hui est suffisant? Donc, si votre neurologue vous dit, il n'y a aucune nouvelle plaque depuis la dernière IRM que vous avez réalisée sous ce même traitement, ça veut dire que le traitement est suffisant. Voilà. Alors, professeur Audouin, justement, vous avez parlé de faut maîtriser le nombre de nouvelles plaques, empêcher que certaines arrivent dans des zones délicates. Donc, il y a des questions qui en découlent. C'est à partir de quelle charge lésionnelle ou combien de nouvelles plaques vous considérez que c'est qu'il ne faut pas dépasser, enfin qu'il y a une limite. Et donc, vous sous-entendez qu'en fonction de la localisation des plaques, vous pouvez déterminer quels seront les troubles qui vont survenir. Alors, ce que l'on sait, alors, quand on voit un patient, on regarde son IRM, un patient par exemple non traité. Bon, sur les plaques qui sont déjà présentes, on ne peut plus agir. Mais par contre, on va raisonner par rapport à ces plaques, effectivement. Donc, l'idéal, c'est d'avoir plusieurs IRM. Si vous avez une IRM d'un an avant et puis une IRM récente, vous allez déjà comparer ces deux IRM. Si vous voyez qu'il y a une accumulation importante sur un an, alors importante, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 2-3 plaques supplémentaires en un an. Vous estimez qu'il y a quand même une activité importante et donc il va falloir utiliser un traitement plutôt hautement actif. Ensuite, vous allez prendre un autre paramètre que je disais tout à l'heure, c'est la localisation. Alors, quelles sont les localisations qui sont associées à un risque plus important d'avoir des séquelles? C'est le tronc cérébral, ce qu'on appelle la fosse postérieure, et la moelle. Et là, si on voit qu'il y a déjà des images à ce niveau, on va tout faire pour qu'il n'y en ait pas de nouvelles. Donc, on ne va pas prendre le risque d'utiliser un traitement trop léger, parce que si on utilise un traitement trop léger, il y a quand même un risque qu'il y ait quelques plaques qui nous échappent. Et si ces nouvelles plaques se logent de nouveau dans ces régions stratégiques, il peut avoir un effet de saturation de ces régions et donc ça va s'exprimer par un symptôme. Donc, on regarde ces régions, on regarde la dynamique dans les mois précédents et en fonction de ça, on définit le niveau d'efficacité du traitement. Ensuite, on va suivre quand même le patient parce que quelquefois, de toute façon, on va toujours le suivre, mais quelquefois, on n'a qu'une IRM, par exemple. On n'a qu'une IRM, on n'a pas ces deux IRM qui nous permettent déjà d'avoir une dynamique. Donc, on n'a pas la dynamique, on n'a qu'une IRM. Donc là, on va raisonner que par rapport à la localisation. Et c'est là où, quelquefois, on peut se tromper parce qu'on imaginait que la dynamique allait être relativement faible, donc on part sur un traitement léger. Et puis, on se retrouve 6 mois après avec quand même plus de plaques alors qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, on revient. Mais ce n'est pas grave, on revient à un traitement hautement actif. Si on réagit dans les 6 mois, ce n'est pas un problème. Ce qu'il ne faut surtout pas faire,
c'est si on n'a pas de dynamique avant l'instauration d'un traitement, partir sur un traitement, par exemple, léger, et ne recontrôler l'IRM que très longtemps après. Et se rendre compte que très longtemps après, que finalement, l'activité chez ce patient était finalement importante et qu'il aurait mieux fallu lui débuter un traitement hautement actif. Voilà. Donc, tant qu'un patient est bien surveillé, on ne peut pas faire de bêtises, quel que soit le traitement que l'on choisit. Et le choix, on a des stratégies de choix par rapport à la dynamique et la localisation, mais qui ont leurs limites. Et finalement, on redressera toujours, on corrigera toujours son choix par les futurs IRM qu'on fera chez ce patient et qui sont donc, qui nous permettent de dire est-ce que réellement on a fait le bon choix. On ajuste en fait en permanence. On va peut-être encore une question ou deux. Est-ce que les neurofilaments ou calculer le taux de neurofilaments peut aider à prendre des décisions thérapeutiques ou aider au diagnostic, à évaluer l'évolution de la maladie? Alors, c'est un marqueur intéressant, mais ce qui n'a pas encore été parfaitement démontré, c'est est-ce que c'est un marqueur indépendant, totalement indépendant de l'activité inflammatoire mesurée sur l'IRM. Est-ce que ce qui a été clairement montré, c'est que c'est un marqueur de souffrance neuronale? Oui, mais lorsqu'il y a une nouvelle plaque, il y a une souffrance neuronale et le neurofilament va augmenter. Ce qui nous intéresserait plus, c'est d'avoir un marqueur qui est indépendant des nouvelles plaques et qui est uniquement lié à la progression pure, ce que j'appelle la progression pure, c'est-à-dire indépendante des plaques. Et pour l'instant, ces neurofilaments n'ont pas démontré ça. Probablement que les neurofilaments mesurent à la fois la progression pure et la souffrance neuronale liée aux plaques. Et il y a eu un travail les travaux, pour l'instant, n'ont pas permis d'identifier si les neurofilaments ont réellement un intérêt chez des patients non actifs et donc pourraient être complémentaires à l'IRM. Donc, pour l'instant, c'est un bon marqueur peut-être de substitution, mais est-ce qu'on peut s'en servir comme un marqueur indépendant de la mesure des plaques, donc complémentaire? Pour l'instant, ce n'est pas certain. Donc, pour l'instant, moi, je ne recommande pas de prendre des décisions sur ce marqueur sans l'IRM. Alors, on va faire une dernière question. Je sais que vous l'avez déjà abordée, professeur Audouin, mais nous allons la préciser puisqu'elle est posée plusieurs fois. Lorsque les IRM sont stables, il n'y a pas de nouvelles lésions qui apparaissent, pardon, il y a malgré tout une augmentation, une aggravation des symptômes. Pouvez-vous expliquer pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle probablement c'est la progression pure. C'est la progression indépendante des plaques. Alors pourquoi? Deux grands mécanismes probables. Enfin, du moins, ces deux grands mécanismes existent. Est-ce qu'il en existe d'autres? Ça, c'est pas clair. L'inflammation, donc, que je qualifiais de chronique, qui est circonscrite au niveau du système nerveux, des cellules inflammatoires et des cellules gliales, des cellules de soutien du système nerveux qui entraînent une inflammation chronique indépendante des plaques qui vont entraîner une souffrance des neurones. La souffrance des neurones va finir par entraîner une neurodégénérescence et c'est ça qui peut aggraver les symptômes. Il y a ce mécanisme et puis il y a le mécanisme indépendant de l'inflammation qui est la conséquence de la démyélisation. Il y a eu des plaques chez le patient, des plaques de démyélisation, donc des endroits où l'axone est dénudé. Et cet axone dénudé, comme je le disais tout à l'heure, est un axone qui souffre. Et au bout de plusieurs années, cette souffrance chronique va conduire à une neurodégénérescence et donc à une aggravation des symptômes. Et c'est probablement le mélange de ces deux phénomènes qui contribue à une aggravation lente et insidieuse chez les patients qui pourtant n'ont pas de nouvelles plaques. Mais ce processus, il n'est pas présent chez tout le monde. C'est aussi ça qu'on ne comprend pas. Il y a des patients qui ont une maladie qui évolue depuis 20 ans, qui ne font pas de nouvelles plaques et qui sont parfaitement stables.
Pourquoi ils ne sont pas en phase progressive? C'est un mystère. Il y a probablement… Est-ce que ces patients ont mieux remyélinisé à l'époque leur axone et donc ont des axones mieux protégés? Est-ce qu'ils ont une inflammation chronique moins importante que les autres? Ça reste encore pas bien connu, pas compris. Merci beaucoup, professeur Audouin. On va arrêter là parce que ça fait presque 1 heure que vous répondez à toutes les questions. Donc, je rappelle à tout le monde que ce Facebook Live sera disponible rapidement sur la chaîne YouTube. Et donc, nous avons rendez-vous le mois prochain, le 24 mars, avec le professeur Thibaut Moreau pour parler des résultats rapportés par les patients, que l'on appelle aussi les Patient Reported Outcomes. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup, professeur Audouin. Merci. Au revoir. C'est bon? Merci beaucoup. Merci à vous. Il y avait encore plein de